Retrouvez-moi sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast. Je suis très heureuse de recevoir une reine aujourd'hui, car nous allons parler de se reconnecter à son féminin sacré. Et je crois que chacune, on peut se considérer en fait chacune comme une reine. Et mon invitée est naturopathe de formation, mais aussi formée au Hatha Yoga en Inde, à la permaculture au Bec et Loin, à la méditation au village des Pruniers, à la communication non violente auprès de Thomas d'Ansbourg en Belgique. Et elle est l'auteure aux éditions Erol d'un livre qui s'appelle « Je me libère du sucre ». Je suis très heureuse de recevoir Marion Tellier, cofondatrice de Moonrise Retreats, je le dis en essayant de faire un accent anglais, qui sont des retraites et ateliers pour vivre une vie d'abondance et s'épanouir à son plein potentiel. Bonjour Marion. Bonjour Anne. Alors, est-ce que cette description te va ? Oui. Tu fais beaucoup de choses. Oui, c'est ça. Depuis, c'est ajouté quelques petites choses. Par exemple ? En fait, j'ai entamé un parcours dans le monde du chamanisme depuis quelques années. Du coup, ça, j'en parle que récemment, en fait. Mais ça fait depuis à peu près 2014 que je chemine pour moi. Et puis après, je me suis mise à me former de plus en plus intensément. Et du coup, c'est quelque chose qui fait beaucoup partie de ma vie actuellement. Alors effectivement, est-ce que tu l'utilises, j'imagine aussi pour animer ces retraites et ces ateliers ? En fait, au départ, ça avait une place un petit peu moins importante que ça a maintenant. Donc là, c'est vraiment en train de prendre de plus en plus de place, effectivement. D'accord. Alors sur le site, c'est vrai qu'avec ta comparse, tu dis vous vous adressez à celles qui ont le sentiment que quelque chose manque à leur vie et qu'une nouvelle voie est possible. N'est-ce pas un sentiment finalement humain qu'il manque toujours quelque chose à nos vies ? Et finalement, est-ce qu'on n'en aurait pas toutes besoin de ces retraites et de ces ateliers ? Oui. C'est un grand oui. C'est un grand oui. Effectivement, je pense qu'on vit une période qui est assez compliquée à plein d'aspects et que pour moi, la phrase qui dit que le changement passe par soi-même dans un premier temps, elle est vraiment très juste. Et j'ai parfois entendu dire comme critique que ce genre de retraite, ce genre d'atelier qui était très centré sur la transformation personnelle était quelque chose qui était trop égoïste ou quelque chose comme ça. Je l'ai entendu de la part, par exemple, de personnes de ma famille, par exemple. Et en fait, moi, je suis vraiment pas d'accord avec ça. Je pense que le changement commence par soi-même et que à partir du moment où on est équilibré, épanoui et que on peut vivre vraiment pleinement sa mission de vie, on transmet sa lumière dans le monde et donc on peut par ce biais-là changer le monde. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as le sentiment que la femme est plus blessée que l'homme ? Je pense que oui. Je pense que les hommes ont bien sûr leur lot de blessures terribles, hein, je ne dénie pas ça. Néanmoins, je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui se joue actuellement avec le féminin et le retour. Et je sais pas si on pourrait dire, bien sûr, les femmes ont vécu des choses terribles dans le passé et on vit encore les stigmates de ça. Tu penses aux chasses aux sorcières, par exemple ? Aux chasses aux sorcières et puis à tous les abus aussi, hein. Tous les abus, le fait, par exemple, d'avoir été abusé, c'était quelque chose qui était une honte dont on ne pouvait pas parler. Il y a aussi des hommes qui ont été abusés, mais je pense que la proportion de femmes est quand même plus importante. On porte des stigmates de tout ça, même au niveau de nos mémoires cellulaires, hein. On porte ça dans le transgénérationnel, on porte des choses importantes. Moi, ce que j'essaye de transmettre, c'est la libération, en fait. Ce que j'essaye d'aider, c'est à trouver sa propre voie, sa propre liberté, libérée des stigmates du passé. Et après, il y a aussi cette notion de féminin en chacun. Donc, c'est pas le féminin est une valeur qui peut être portée par les hommes et les femmes. C'est juste que c'était pas très à la mode pendant tout un temps. Ouais, certes. Alors justement, qu'est-ce que le féminin aujourd'hui ? Comment est-ce qu'on peut le définir ? C'est pas facile, je trouve, de définir ce qu'est le féminin. Non, c'est pas évident. C'est quelque chose sur lequel je me lance pas particulièrement, mais la valeur, en tout cas, les valeurs du féminin, c'est quelque chose.
moi je regarde toujours la différence entre, par exemple, l'homme et la femme. Il y a quelque chose de très cyclique en fait dans le fait même d'avoir un cycle menstruel qui nous amène à, si on vit notre cycle, si on le vit naturellement, nous amène à passer par différents états. Et donc ces archétypes par lesquels on passe, c'est-à-dire que au début du cycle, l'archétype c'est celui de la jeune fille. Ensuite, on passe au moment de l'ovulation dans l'archétype de la mère. Ensuite, au moment du syndrome, du moment prémenstruel qui peut être caractérisé par un syndrome prémenstruel ou pas. C'est plutôt l'enchanteresse. Et puis ensuite, on est dans la femme sage au moment des règles. Et en fait, ce cycle-là se passe quand on est menstrué, mais aussi quand on est ménopausé. On continue à avoir des cycles qui sont pas exactement sur le même rythme, mais qui continuent quand même. Donc une des particularités de la femme, c'est de passer par différents états de manière cyclique. Et moi, je pense que ça nous amène à évoluer, à nous transformer, à nous remettre en question, à nous poser des questions sur qu'est-ce qu'on désire profondément, qu'est-ce qu'on veut pour notre vie, qui est quelque chose d'un peu moins porté par les valeurs du masculin. Le masculin, c'est l'action. Le féminin est plus une guidance, en quelque sorte. C'est-à-dire que ces différents temps, et notamment le temps de l'enchanteresse, donc qui correspond au moment prémenstruel, on peut ressentir par exemple de l'irritabilité, on peut sentir l'envie de changer certaines choses, ne plus en pouvoir de certaines choses. Et c'est très beau ce mot d'enchanteresse d'ailleurs. Oui, c'est la magicienne, c'est la créatrice. Et en fait, ce moment-là qui est assez mal vu par la société, c'est-à-dire que même en tant que femme, souvent on n'aime pas trop ces moments-là de syndrome prémenstruel, de menstruation, c'est pas toujours très agréable. Oui, les autres peuvent vous renvoyer des choses comme dis donc, ouais, tu vas avoir tes règles, ça se voit, t'es de mauvais poil. Voilà, exactement. Et en fait, si on regarde ce moment-là, il est vraiment nécessaire pour savoir. L'enchanteresse vient nous dire, je ne veux plus de ça dans ma vie, et elle nous donne la force de transformer ce qu'on ne veut plus dans sa vie. Et si bien que si on était tout le temps, par exemple, dans l'archétype de la mère, si on regarde comment se comporte une mère vis-à-vis l'archétype, je parle pas de toutes les mères, je parle de l'archétype. Oui, bien sûr. On travaille en symbolique quand on parle des voilà, archétypes. Exactement. Donc elle va plutôt s'oublier pour son enfant, pour son bébé. Et en fait, l'archétype, quand on est dans l'archétype de la mère, quand on l'incarne, si quelqu'un nous demande de nous oublier pour l'aider, pour ci, pour ça va être beaucoup plus facile pour nous de le faire à ce moment-là. Mais si on était tout le temps là-dedans, ou si on était plus tout le temps sur le mode un peu guerrier de la jeune fille, on aurait tendance à facilement s'oublier, ne pas être beaucoup dans l'introspection, ne pas nettoyer en fait notre vie de ce qu'on ne veut plus. Donc l'enchanteresse et la femme sage nous apportent ça, nous apportent ces moments de retour à soi, d'introspection, en quelque sorte de canalisation de ce qu'on veut, parce qu'au moment de la femme sage, au moment des règles, c'est aussi une phase qui est très méditative, et c'est une phase qui nous permet de nous connecter à nos intuitions profondes, si on se laisse le temps, bien sûr, si on se laisse la possibilité d'être dans le repos, de se reposer. Oui, de pouvoir même l'anticiper peut-être dans son planning et de... Exactement. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, il y avait une question qui me venait en t'écoutant, qui était vraiment... on a vécu pour beaucoup, alors moi je suis plus âgée que toi, mais des générations sans être en conscience en fait de ces cycles. Et puis même certaines générations tendent à complètement essayer de gommer ces cycles à travers effectivement des modes contraceptifs, ou même s'il y a toujours le cycle, les règles ne viennent plus. Et à la fois à côté, il y a ce grand mouvement de réappropriation du cycle et d'être en conscience. Qu'est-ce que ça apporte véritablement de suivre justement ce mouvement intérieur et d'être en conscience de ça et de danser presque avec son cycle? Ce que j'explique souvent en consultation, parce que je reçois de plus en plus de femmes qui me posent la question de arrêter leurs pilules contraceptives, qui ont des peurs, par exemple, liées au fait qu'elles ont eu de l'acné avant, ou alors qu'elles n'ont pas d'autres moyens. Ce que je leur explique, c'est qu'en fait, la pilule nous maintient dans un état où le corps considère qu'il est enceinte, en fait, qu'on est enceinte. Et donc c'est quand même un certain état hormonal qu'il n'est pas normal de vivre pendant 10 ans, 15 ans, pendant longtemps. Donc
quand on est enceinte, on est dans un état particulier aussi au niveau de la manière dont on pense, au niveau de nos émotions. Donc, oui, c'est une forme de transe, on peut dire. Oui, et puis on est connecté on n'est pas forcément complètement connecté à nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on est en train de construire quelque chose d'autre, on est en train de donner notre énergie pour quelque chose d'autre quand on est enceinte. Du coup, cette notion de symboliquement, en fait, le fait que le corps considère qu'il est dans cette période de grossesse alors qu'il ne l'est pas, je pense que ça induit une certaine énergie, un certain comportement. Et je ne crois pas que ce soit forcément bénéfique à l'évolution de la femme, en fait. Et là, je parle de quelque chose de vraiment de l'ordre du spirituel. Donc ça nous maintient dans un certain état. Et moi, par exemple, j'ai fait l'expérience en arrêtant la pilule de ressentir une forme de légèreté de vie, d'avoir l'impression que mon cerveau revenait complètement, que j'étais à nouveau libre. Toi-même. À nouveau moi-même. Puis ça change des choses, donc forcément au niveau émotionnel. Pour moi, il y a comme un voile de tristesse qui est parti. Et puis ça a vraiment changé au niveau de la libido. J'ai vu en consultation une femme de 40 ans qui avait pris la pilule toute sa vie et qui n'avait jamais désiré avoir un enfant. J'en fais pas une généralité, mais je donne un exemple qui m'a un peu percutée. Et donc elle arrête la pilule en se disant ça sert à rien que je la prenne, parce qu'elle voulait ni être en couple ni avoir un enfant, en fait. Elle était juste bien toute seule. D'accord. Et en fait, quand elle a arrêté la pilule, au bout de très peu de temps, elle a commencé à voir les choses très différemment. Et du coup, elle me dit si ça se trouve, si je l'avais arrêté plus tôt, ma vie aurait été différente. Et peut-être pas, peut-être que ça correspond à son âge, on ne sait pas, mais moi ça m'a quand même un peu interpellée. Oui, c'est très interpellant, et d'ailleurs ça me frissonne en entendant ton histoire. Et effectivement, il y a une forme presque de camisole chimique en fait qui se pose et qui dénature l'être d'une certaine manière, là, en tout cas dans cet exemple. Moi, pour partager juste mon exemple rapidement, à 27 ans, j'ai arrêté la pilule un matin comme ça, et pourtant j'étais pas forcément dans un chemin de conscience à cette époque autant qu'aujourd'hui, mais avec cette impression d'être sous médicaments en permanence. Voilà, en me disant mais je ne suis pas malade, pourquoi est-ce que je dois prendre un médicament ? Alors justement, cet exemple aussi personnel, hein, tu partageais le tien, amène à cette question qui est comment être justement à l'écoute de ses intuitions, parce que finalement on a des conditionnements sociétaux qui sont extrêmement forts. Alors en ce moment on parle beaucoup d'arrêter la pilule, et d'ailleurs j'ai vu les statistiques, il n'y a pas longtemps j'ai reçu les statistiques, il y a vraiment une baisse en fait de la consommation de la pilule. Comment suivre ces intuitions et de savoir, est-ce que pendant vos cercles et vos retraites, on apprend justement ça ? Déjà, j'enseigne cette notion de cycle que j'ai apprise de Miranda Gray, qui est une femme merveilleuse pour ça. Si certaines des auditeurs ont envie de lire ces livres, notamment La femme optimale, c'est un enseignement formidable en fait. Déjà ne serait-ce que savoir ça, savoir cette notion d'archétype que j'ai expliqué très brièvement, mais aller plus loin là-dedans, ça permet de comprendre que, comme le dit Miranda Gray, chaque phase de notre cycle est optimale pour quelque chose. Donc il n'y en a pas une qui soit mauvaise ou quoi. Donc déjà ça permet d'accepter pleinement son cycle, de le voir comme quelque chose de beau, et même d'utile en fait, vraiment profondément pour nous, pour notre évolution. Donc premièrement, c'est ça en fait, la voie pour moi qui est celle d'un enseignement. Et puis après, dans nos pratiques, dans les stages, dans les retraites, on va vraiment pratiquer. Donc ça veut dire que il y a une notion d'enseignement que je tends à, avec le temps, réduire pour transmettre vraiment l'essentiel, ce qui est le plus important, et puis condenser pour que ce soit percutant et rapide. Et puis le reste du temps, on va vraiment expérimenter, notamment grâce au chamanisme et grâce à la médecine de la parole, c'est-à-dire au cercle de femmes, au rituel, au voyage chamanique, voyage au tambour. Donc on utilise ces pratiques-là.
pour nous permettre d'être plus en contact avec qui nous sommes profondément, quelle est notre essence, quelle est notre lumière, qu'est-ce qu'on veut transmettre dans ce monde. Et du coup, ça va vraiment au-delà du cycle. Le cycle, c'est essentiel, c'est une porte d'entrée. Et puis après, il y a et du coup l'acceptation de notre cycle. Et après, il y a aussi notre corps, notre vision de nous-mêmes en règle générale, et puis au-delà de ça, l'acceptation en fait de qui nous sommes profondément, et même l'ouverture sur plein d'aspects qu'on n'avait pas perçus de soi. Dans ces rituels justement que vous faites, que vous pratiquez, est-ce que tu vois vraiment des effets transformateurs spectaculaires chez les personnes qui y participent ? Oui, il y a vraiment des effets qui sont... Récemment, j'ai une des participantes qui a participé à à quasiment tout ce qu'on a fait. La fan absolue. Très sympa, je fais une petite dédicace. Très bien. Elle écrivait à une autre femme, en fait, parce qu'on a créé aussi des cercles de parole, mais après, toutes les femmes qui ont participé au cercle sont intégrées sur un groupe Facebook, et donc elles peuvent se parler comme si elles étaient dans un cercle, dans un espace de sécurité. Et du coup, cette amie, Fran, elle répondait en disant que parfois les rituels, ça n'avait l'air de rien, en fait. Oui. Ça avait l'air très simple, et c'est seulement après, dans les jours et les semaines qui suivaient, qu'on se rendait compte à quel point ça avait été fort et transformateur. Oui, et que ça infuse. Voilà, ça infuse, et en fait, ce sont des choses très simples. Faut pas s'attendre à quelque chose de très spectaculaire, mais c'est beaucoup le fait d'être en groupe et de s'accompagner les unes les autres. Donc c'est basé sur la sororité, c'est le fait de se donner de la présence, de se donner de l'amour. Et puis moi, je travaille beaucoup avec l'intuition. Donc à un moment, si je sens que dans un cercle il faut faire quelque chose spécifique pour l'une ou pour l'autre, ça se fait comme ça naturellement, et du coup ça devient guérissant grâce à ça, par ce biais. C'est la guérison des blessures. Déjà, ne serait-ce que recevoir de l'amour d'autres femmes, de l'amour, j'allais dire fraternel, mais il n'y a pas de mot. Sœur-ternelle. Sœur-ternelle, voilà. Ça, c'est déjà extrêmement guérissant. Enfin, moi, en tout cas, ça m'a donné... La première fois que j'ai ressenti ce qu'était la sororité, ça m'a donné un immense espoir, hein, dans le fait de pouvoir continuer à avancer, parce que finalement... Moi, mon parcours, ça avait été beaucoup de blessures liées au féminin, notamment, liées à d'autres femmes. Est-ce que ça pallie justement à un manque de soutien affectif qu'on peut avoir soit de ses parents, soit même de la communauté entière? Quand je dis la communauté qui vit autour, ça peut être les copines, les amis, les oncles, les tantes, vraiment l'entourage finalement du petit enfant. Et est-ce que ça vient réparer quelque chose par rapport à ce manque d'amour qui finalement, s'il était présent, on n'aurait peut-être pas besoin de se connecter, ou de toute façon on a besoin quand même de... Tu vois ce que je veux dire dans ma question? On a besoin quand même de se connecter à ces énergies-là, quoi qu'il arrive. Alors... Blessé, non blessé, quoi. Voilà. Même si on l'est tous. Oui, bah oui. On va, j'utilise beaucoup le mot travail, j'essaye de le remplacer par autre chose. Mais vrai. On œuvre, oui. Très bien. On œuvre pour guérir ce qui est blessé. Donc, par exemple, dans les cercles de femmes qu'on organise à Paris, qui sont sur 4 séances sur 4 mois, la première, c'est autour de l'archétype de la jeune fille. Donc, on va travailler sur... œuvrer à guérir ce qui s'est passé chez la jeune fille. Donc c'est avant l'arrivée des premières règles. Et du coup, c'est qu'est-ce qu'on m'a montré de ce que c'était qu'une femme quand j'étais petite, qu'est-ce qu'on m'a montré de comment je devais être, quel exemple j'ai eu, etc. Est-ce que j'ai été blessée à ce moment-là dans mon intégrité? Donc tout ça, on va plutôt travailler à ce moment-là. Et puis ensuite, sur le cercle suivant, ça va être sur la mère, sur la notion de maternité, sur la notion de créativité.
Ensuite, il y a l'enchantresse à ce moment-là, on va travailler sur la sexualité et toutes les blessures liées à la sexualité. C'est souvent un cercle qui est assez important et intense. Et puis celui sur la femme sage, c'est aussi pour apprendre à trouver justement cette sagesse en soi. Qu'est-ce que si on était par exemple, si nous, grand-mère, venait nous parler, qu'est-ce qu'elle aurait à nous dire? Voilà, dans les voyages chamaniques, on fait beaucoup ça. Par exemple, on va à la rencontre de la petite fille qu'on était, de la femme sage qu'on sera. L'enfant intérieur aussi. Voilà, tout à fait, l'enfant intérieur. Tu peux nous redonner à peu près les tranches d'âge par type de cycle à peu près? C'est pas grosso modo, c'est pas complètement défini parce que surtout l'enchantresse, en fait, il y a pas vraiment de tranche d'âge, par exemple. Ça dépend de l'âge de la ménopause aussi. Ouais, puis l'enchantresse, elle se vit de manière cyclique, en fait. Donc comme la mère, en fait, dans sa période de fertilité, en fait, on a trois grandes périodes. On a la période avant les premières règles, les premières lunes. Oui. Ensuite, on a la période de fertilité, puis la période de la ménopause. Et il y a pas, c'est pas défini de manière si. Disons que, par exemple, la femme sage. Si je regarde l'exemple d'une personne de ma famille qui est en train de vivre ça, elle est ménopausée depuis, je dirais, au moins une dizaine d'années, et elle est en train là d'entrer dans la femme sage. Oui, d'accord, donc c'est pas toujours... Loin après, quand même. Enfin, ça dépend des femmes. C'est pas assez... Et je pense que ça dépend du travail personnel et de ce qu'on a fait avant, de la conscience qu'on a mis dans sa vie avant, ça dépend de tellement de choses. Toi, aujourd'hui, dans ton parcours, et ton parcours justement de féminin sacré, si je puis dire comme ça, et puis aussi de chamanisme et tout ce que tu as fait, comment tu te sens par rapport à tout ça? Qu'est-ce qui a été vraiment... qu'est-ce qui t'a métamorphosé? Comment tu te sens aujourd'hui par rapport à avant? Je vis déjà mes cycles de manière très belle. Maintenant, je m'accorde le droit de me reposer quand je suis fatiguée. Je ne culpabilise plus à m'accorder au moins une journée de repos pendant le temps de mes lunes. Je vois le fait de vieillir, de prendre de l'âge comme quelque chose de très beau aussi. C'est-à-dire que j'ai appris des choses, par exemple, sur la ménopause qui me fascinent complètement. Par exemple Par exemple. Donne envie, parce que la ménopause est un tel sujet de société encore tabou que je pense que c'est bien de donner envie aux femmes d'être ménopausées. C'est ça. Par exemple, au moment de vraiment ce qui se passe au niveau hormonal, au moment de l'arrivée de la ménopause. La ménopause, elle commence progressivement environ 7 ans avant le vrai moment de la ménopause. Ah oui, c'est long quand même. Ça, c'est long. En France, c'est autour de 51 ans l'âge moyen. Et une femme est ménopausée quand elle n'a pas eu de règles pendant 1 an. D'accord. Donc voilà, il peut se passer tout un tas de choses, mais ce que j'ai lu et ce que j'ai appris, j'ai lu pas mal de témoignages de femmes qui parlaient de leur passage à la ménopause, et il y en avait une qui racontait que en fait elle n'avait pas eu ses règles pendant 8 mois. Et elle se sentait de plus en plus connectée à son intuition, de plus en plus en lien avec la spiritualité, comme si elle avait une sorte de guidance qu'elle n'avait pas avant, etc. Et puis un jour, au bout de 8 mois, ses règles reviennent. Et elle dit que pendant quelques mois, le temps qu'il y ait un nouveau des cycles qui passe et le temps qu'elle soit à nouveau dans une phase d'aménorrhée et finalement complètement ménopausée, oui. Elle est revenue dans quelque chose qu'elle vivait avant dans sa période de fertilité qui était très très différent. Et qu'en fait, le fait d'avoir goûté à cet état de connexion et de le perdre et d'y regoûter, lui avait donné beaucoup de joie en fait. Ça lui avait donné de la joie et de l'envie de le ressentir à nouveau et d'être vraiment complètement ménopausée. Oui, parce que ça donne une mise en perspective en fait. Quelle chance dans son cas effectivement aussi. C'est ça. Et en fait, il y a vraiment une réalité hormonale, c'est-à-dire que il y a des hormones qui servent à déclencher l'ovulation, notamment la FSH et la LH. Et en fait,
ces hormones-là, au moment de la ménopause, elles sont sécrétées 1000 fois plus que avant. C'est énorme. Oui. Et pourquoi? C'est parce que, en fait, bon, ce que j'en ai lu, la médecine ne dit pas ça, mais moi, ce que j'en ai lu dans pas mal d'écrits, c'est que, et notamment chez les Canadiennes qui sont très en avance là-dessus, qui ont beaucoup étudié la ménopause, c'est que, en fait, c'est cette sécrétion très forte qui nous permet de nous connecter au spirituel, à notre intuition, etc. Il y a ça. Et puis, il y a le fait que la testostérone augmente. Donc la testostérone, ça peut donner un petit peu de poil au menton, ça peut faire quelques petites choses comme ça. Ça c'est ou être un peu plus yang peut-être dans son énergie à ce moment-là. Voilà, mais ça donne aussi cet aspect action, envie d'entreprendre, envie de faire des choses, qui fait que à peu près au même âge, les hommes avec l'andropause perdent de la testostérone et les femmes ont une montée. Ce qui fait que parfois il peut aussi y avoir des moments un petit peu d'ajustement dans les couples parce que l'énergie n'est plus la même et les envies parfois peuvent être différentes. Oui. Mais du coup, la femme a vraiment cette envie de rencontrer du monde, de sortir, voilà, il peut y avoir ça. Oui, un espèce de retour fort au monde. D'ailleurs, dans les archétypes, on voit souvent des femmes chamanes qui sont plutôt effectivement des femmes un peu plus mûres, on va dire, et qui ne sont pas forcément des jeunettes, effectivement. Alors, est-ce que c'est parce qu'on les imagine dans cette énergie, puis peut-être il n'y a plus les enfants en bas âge à la maison, donc elles sont aussi plus libres dans leurs énergies, d'être aussi à elles-mêmes, de revenir à elles. Oui, elles ont vécu une vie finalement avant, donc elles ont beaucoup appris. C'est le principe de la femme sage qu'on allait consulter dans le village. Oui, c'est celle qui a acquis de l'expérience, qui a appris et qui est devenue plus sage. Oui. Alors quand tu parles de ça, tu parlais effectivement du couple et c'est une vraie question aujourd'hui dans les conditionnements de société finalement c'était un peu et tes règles et tais-toi et en gros les cycles n'étaient pas partagés ou très peu, c'est nié encore beaucoup par la société même si ça évolue. Est-ce que pour toi c'est justement très important de pouvoir communiquer avec son compagnon, en parler, être vraiment dans un dialogue, une ouverture, un partage beaucoup plus global? Oui, moi c'est ce que j'essaye de transmettre. Pour moi, c'est vraiment important de faire passer le message que pour moi, ce qui va nous transformer profondément, c'est le dialogue. C'est pas, c'est bien de combattre aussi, c'est bien qu'il y ait des gens qui combattent. Mais moi, c'est pas ma manière de procéder. Et donc, ce que je fais souvent, c'est que j'explique aux femmes ce qu'elles traversent. Et du coup, elles savent déjà. Et donc, cette connaissance les amène à pouvoir expliquer à l'autre ce qu'elles vivent. Parce que souvent, on vit des émotions et puis on ne sait pas trop pourquoi. Mais en fait, il y a une réalité derrière, une réalité hormonale. Et puis au-delà de ça, il peut y avoir quelque chose de digestif, il peut y avoir quelque chose de lié à la lune, au moment de l'année. Enfin, il y a tellement de choses différentes qui peuvent... Mais plus on comprend ça, moins on se considère soi-même comme... folle ou chiante ou bipolaire limite. Ou bipolaire, voilà tous ces mots qu'on a entendus, t'es fatigante, tais-toi, hystérique, voilà, hystérique, etc. Ça en fait, moi je ne me dis plus ça. J'ai pu me le dire que j'étais instable par exemple. Et donc ça c'est quelque chose que j'essaye de transmettre et du coup quand les femmes peuvent expliquer à leurs conjoints, aux personnes qui les entourent, à leurs proches que là elles sont juste dans cette phase et que ça va passer, que voilà c'est un moment comme ça. Ça devient beaucoup plus simple et j'ai des amis qui pratiquent par exemple quand on a des enfants, quand on a une famille, c'est pas forcément toujours évident de dire pendant le temps de ces règles, de ces lunes, de dire je m'occupe de rien parce que je suis fatiguée et donc je me pose et je m'allonge et voilà faites votre vie sans moi, débrouillez-vous. Mangez, je me mets dans la tente rouge et voilà exactement. Je disparais. Et en fait, j'ai de plus en plus de femmes autour de moi qui montrent cet exemple-là et finalement ça se passe bien. Si c'est harmonieux, si leur famille accepte ça peut être vraiment très doux. Et du coup, mon amie qui me partageait sa vie familiale disait que pendant ce temps-là, pendant 2 ou 3 jours, elle ne faisait que passer.
Et donc, il ne demandait même pas si elle venait à table, elle venait si elle avait envie ou pas. C'est très beau, cette ouverture. Oui, voilà. Et en entreprise, je me souviens, on a co-organisé avec Entrepreneurs d'Avenir et Féminin Bio le premier Parlement du féminin à Paris l'année dernière. Et j'interviewais le grand patron de Century 21, qui est ce réseau d'agences immobilières. Et je lui disais, mais est-ce que vous seriez favorable à un congé finalement menstruel pour les femmes qui le souhaitent pendant les temps de leur lune ou de leurs règles ? Pas obligatoire évidemment, mais celles qui ne sont pas bien pourraient en fait disposer de ce congé. Alors là, ça a été un peu la stupeur un peu générale, effectivement, de poser cette question. Qu'est-ce que tu en penses, toi ? Comment l'entreprise pourrait s'ajuster finalement à ça ? C'est vrai que ce monde de l'entreprise, il est vraiment basé sur un fonctionnement très masculin. Et du coup, je pense qu'une femme, de toute façon, quand elle est dans ses lunes, elle n'est pas optimale pour... Elle n'est pas productive, disons-le clairement. Mais en fait, c'est pas son job, quoi. C'est pas le bon moment. C'est pas le bon moment de s'occuper des autres, de travailler en équipe, de s'organiser. Ça va être l'archétype de la jeune fille qui va faire ça. Ça va être la mère qui va être très en capacité de faire ça. Mais la femme sage, la femme sage, ouais. Puis l'enchanteresse, ça va encore, mais il peut y avoir un peu d'irritabilité, disons, mais des frictions. Mais le moment des lunes, où surtout, maintenant, il y a quand même 1 femme sur 7 qui a de l'endométriose. Donc, c'est énorme. Je dis ça me fait frissonner. C'est vraiment énorme. Donc ces femmes qui vivent des douleurs qu'avant et encore on peut maintenant. Presque parler d'épidémie. Hein. Voilà. Donc ça veut dire que beaucoup de femmes vivent des règles extrêmement douloureuses. Et même sans avoir de l'endométriose, il y a quand même des douleurs. Donc ça c'est quelque chose que je pense qu'il faut prendre en compte, parce que c'est une vraie souffrance. Une vraie souffrance, mais qui n'est pas visible, qui est silencieuse, qui est pas reconnue, en fait. Mais c'est vrai qu'on peut imaginer que quand tu as un patron qui te colle une réunion où tu as prévu un déplacement professionnel et que c'est au moment de tes lunes et que c'est comme ça et qu'il y a toute une équipe engagée, c'est pas toujours évident. Il faut aussi composer avec. C'est ça. Moi, je sais qu'en tant que thérapeute, le premier jour de mes lunes, si ça tombe sur un jour où j'ai plein de consultations, je ne les annule pas encore. J'en suis pas encore à ce point-là. mais du coup, ce que je fais, c'est que dans les jours qui suivent, il y a toujours un moment où je vais prendre une demi-journée et, si je peux, une journée pour ne rien faire. D'accord. Donc ne rien faire, ça veut dire que je ne culpabilise pas du tout à être allongée, regarder un film, voilà. Alors on touche à la fin de ce podcast et pour autant j'ai encore plein de questions parce que ce que tu dis est absolument passionnant. Tu parlais de la pratique de la parole profonde, en fait. Qu'est-ce qui la distingue de la parole, on va dire, plus conventionnelle ? En fait, le cercle de parole, ça c'est quelque chose que j'ai expérimenté pour la première fois au village des Pruniers en 2011. Et donc je l'ai expérimenté de manière mixte et j'ai trouvé ça magnifique. Et après, dans ma pratique du féminin, je me suis rendu compte que quand on parlait entre femmes, il y avait encore quelque chose de différent qui se créait. Mais dans tous les cas, l'idée, c'est que quand on parle au jeu. On parle de son expérience, de sa manière de percevoir les choses, de ses émotions. Et on parle pas de manière théorique. Oui, ou générale, oui. Voilà. Et la personne qui est en face, enfin les personnes qui sont en cercle avec nous, qui nous écoutent, pratiquent le non-jugement. Donc c'est-à-dire que à l'intérieur, si elles sentent que y a quelque chose qui monte, qui est de l'ordre du jugement, elles font le travail de laisser passer ça, respirer. C'est basé sur la pleine conscience. Et du coup, en respirant, en laissant passer cette espèce de pensée, on peut le visualiser comme quelque chose, comme un petit nuage, par exemple. Hop, on le laisse passer et on s'y attache pas. Et on est avec la personne en connexion de cœur à cœur. Et du coup, ça crée un espace d'extrême sécurité
où en plus il y a des règles de base qui sont que ce qui est dit dans le cercle ne peut pas être répété, confidentiel, que la personne qui a déposé quelque chose, si on a envie de lui partager quelque chose là-dessus, après on va d'abord lui demander si c'est ok d'en reparler ou pas. Donc c'est un espace très très beau, et en fait il y a très peu d'espaces comme ça dans la vie où on est profondément écouté, on n'est pas coupé. Si on a envie de parler 5 bonnes minutes sans être coupé et sans que personne dise... En fait, souvent, les conversations, on va écouter, mais on va rebondir sur « Ah oui, moi aussi ». Oui, hop, on part sur le conseil, etc. Oui. Sur le conseil et sur « Ah, moi aussi, j'ai vécu ça dans ma vie ». Et en fait, c'est rare les moments où on est profondément écouté. Mais c'est vrai que dans les tentes rouges aussi, ça fait partie des règles effectivement qui sont mises en place. Tu vois, en t'écoutant, je pensais aussi quelque chose et je me disais que pour avoir pratiqué aussi des tentes rouges et des cercles de femmes et en avoir organisé moi-même, je ressens aujourd'hui dans mon énergie que j'aurais aussi besoin de partager cette parole profonde. Et là, ça a émergé en plus en t'écoutant avec des hommes dans un cercle, effectivement, qui puissent aussi entendre ces paroles de femmes, cette parole profonde de femmes, inversement, entendre ces paroles d'hommes. Aujourd'hui, il existe d'un côté, effectivement, des cercles MKP qui sont bien connus, qui est le Mindkind Project en France, et qui est très développé au niveau du masculin. Il y a un peu le pendant féminin, mais qui est moins développé. Alors toi, ça s'apparente un petit peu version féminin, ce que tu fais, j'imagine. Je sais qu'il existe aussi des tentes mixtes, mais est-ce que c'est quelque chose qui serait vraiment à favoriser pour l'avenir ? Oui. En fait, moi, c'est mon parcours avec le féminin, c'est qu'un jour, lors d'une méditation, j'ai reçu le message que j'allais travailler avec le féminin bientôt. Et donc, j'ai reçu ce message, et puis quelques temps après, peut-être 1 an plus tard, j'ai reçu un autre message qui disait « Oui, mais le féminin, ça suffit pas, faut aussi intégrer le masculin. » et du coup, moi, c'est un de mes rêves, en fait, de co-animer, par exemple, avec un homme, un cercle. Mais je sais que ça existe déjà, c'est vraiment en train d'émerger. Et puis, j'ai des gens autour de moi qui commencent à le faire. Donc, je crois que c'est vraiment en cours. L'énergie est là, en tout cas. D'accord. Quelle est ton espérance justement aujourd'hui pour conclure ce podcast pour le monde vis-à-vis justement du féminin sacré, du masculin? Quelle est à la fois ta grande espérance et peut-être positive, on va dire, comme toute espérance d'ailleurs? Moi, je souhaite aux hommes de pouvoir expérimenter et exprimer de plus en plus leur yin. Leur partie émotionnelle. Je souhaite qu'ils puissent être vraiment en contact de ça de plus en plus. De cette polarité. Voilà, de cette polarité. Il y a plein d'hommes qui le vivent de plus en plus, mais il y en a aussi qui se laissent pas encore la possibilité d'exprimer ça et de vivre ça et de le montrer. Donc ça, je souhaite qu'ils puissent exprimer cette partie-là aussi de plus en plus. Ce qu'apporte par exemple le Mindkind Project ou ce genre de choses. D'accord. Parfait. On pose cette intention lors de ce podcast, c'est parfait. Marion Tellier, je te remercie infiniment pour ce podcast qui, j'en suis sûre, a permis de continuer à contribuer à l'élévation de la conscience du monde, et j'en suis ravie. Merci. Merci à toi. Merci de nous avoir écoutés. Je vous donne rendez-vous pour une interview avec une personnalité lumineuse chaque lundi pour bien démarrer la semaine en conscience. Vous pouvez retrouver Métamorphose sur de nombreuses plateformes et bien sûr laisser votre avis et vous abonner sur Apple Podcast pour le recevoir chaque semaine. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à le soutenir pour favoriser sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast. Et retrouvez toute l'actualité de Métamorphose sur fémininbio.com. Merci, à lundi. Retrouvez-moi sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast.